Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous et bienvenue en cette troisième et dernière journée du Forum stratégique sur la relance économique organisée par BCF. Mon nom est Sarah Mitchell, chef du développement de clients et de la stratégie de marché chez BCF, et je serai ce matin votre maître de cérémonie. D'abord, merci à vous tous qui vous êtes joints ce matin, de même qu'à ceux qui ont été présents lors des 2 dernières matinées. Aujourd'hui, nos discussions traiteront d'innovation. L'innovation qui n'est pas seulement technologique, mais qui permet surtout de s'adapter et de se réinventer grâce à des idées innovantes en cette période d'incertitude. Donc, débutons d'abord avec une grande entrevue menée par ma collègue associée et avocate Dominique Babin et notre invité de marque, M. Ben Massingham, vice-président transformation et innovation chez Novartis. Je rappelle pour les gens de l'auditoire que tout au long des entretiens, n'hésitez pas à poser des questions via notre portail web. Nous les traiterons en fin d'entrevue. Donc, sans plus tarder, Dominique, à toi la parole. Merci, Sarah. Bienvenue à tous. Je suis contente d'être là, même si c'est à distance, malheureusement. Mon nom est Dominique Babin. Je suis associée chez BCF. On parle d'innovation aujourd'hui. Donc, l'industrie pharmaceutique, ça ne vous surprendra pas, c'est au cœur de l'innovation. Évidemment aussi, c'est au cœur de l'actualité ces temps-ci. Et puis, ça va sans aucun doute continuer d'être au cœur de l'innovation et de la relance économique dans la période qu'on appelle désormais la période post-COVID et à laquelle dont on rêve tout le monde. Donc, l'industrie pharmaceutique nous fournira, on l'espère, en fait, bientôt un vaccin, mais aussi des traitements pour la COVID, mais aussi va nous fournir beaucoup plus que ça. Et puis, dans ce sens-là, ça va être un moteur essentiel de notre économie, de la relance économique, mais surtout, ça va être un modèle d'innovation. Alors, pour nous parler d'innovation aujourd'hui, pour nous parler des meilleures pratiques, des dernières tendances, qui de mieux que le vice-président et chef de la transformation et de l'innovation chez Novartis Canada pour nous en parler? Alors, bienvenue, Ben Massingham. Bonjour, Dominique. Bonjour. Ça va? Bonjour, Ben, et merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous, vous êtes chez Novartis depuis presque 13 ans et puis vous êtes dans le domaine des sciences de la vie depuis 20 ans. Oui. Donc, pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, un peu de notre parcours et puis de votre rôle chez Novartis? Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Je vais commencer avec moi, pas forcément professionnellement, mais je suis anglais, né en Angleterre, j'ai grandi un petit peu en Europe. Maintenant, on est au Canada depuis 7 ans. Donc, juste sur une note personnelle, on est en train de remplir les formulaires pour devenir des citoyens canadiens. Donc, on se fait vraiment plaisir ici. Mais qu'est-ce qui nous a amené à venir ici? C'est le parcours professionnel. Et comme vous avez dit, je n'ai pas vraiment un background forcément traditionnel pour le pharma, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps. Donc, j'ai commencé… En fait, j'ai fait des études en littérature française. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend de quelqu'un en pharma, mais après l'université, j'ai passé 6 ans comme consultant généraliste, mais je me suis toujours retrouvé à travailler avec des entreprises dans le domaine du santé. Et puis, pendant 3 ans, j'ai travaillé chez General Electric. Et c'était là vraiment que j'ai eu cette envie ou ma première expérience à regarder le futur et à deviner comment on devrait innover. C'était dans ce qu'on appelait le marketing stratégique, mais c'était pour voir dans 10 ans où s'en allaient les différentes modalités d'imagerie médicale et de dire où on devrait faire nos investissements, où est-ce qu'on devrait vraiment focaliser, quelle maladie, quel type d'imagerie. En 2008, on a déménagé en Suisse, à Bâle, et j'ai fait un parcours assez traditionnel dans le pharma. J'ai été brand manager, brand director, et en venant au Canada, j'ai travaillé un peu dans la neurologie, un peu dans l'ophtalmologie, mais toujours avec ce vue de comment est-ce qu'on va changer, comment est-ce qu'on va faire ça différemment. Et puis, en août, ma position a été créée pour la première fois. Et
Et c'est vraiment une réponse à la réalisation qu'on doit forcément changer concrètement et fondamentalement comment on fait notre business en tant d'entreprise. Et c'est un grand changement culturel et de business model aussi. Donc, vous permettez, des fois, je vais faire mon bon québécois, je vais insérer des mots en anglais. Ça reste ma langue maternelle, mais je me débrouille. À Montréal, c'est tout à fait acceptable. Merci beaucoup. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu, je suis certaine que la COVID vous a forcé ou a accéléré certaines innovations. Pouvez-vous nous dire, en tant que vice-président innovation, comment vous avez abordé la transformation forcée qui a été causée par la COVID? Et puis aussi, comment la COVID, de façon générale, ou la situation a forcé Novartis à s'adapter dans l'ensemble de sa compagnie, là? Oui, bien sûr. Donc, je vais commencer avec je crois que c'était un changement qui était dû pendant 20 ans. Quand je suis arrivé à Bâle, on parlait déjà il doit y avoir un moyen meilleur de faire nos forces de vente et tout ça. Donc, le seul côté bien de cette pandémie horrible, c'était que ça nous a enlevé le peur d'innover. En fait, je lisais l'autre jour, et c'était parce que je m'intéresse aux voitures, mais il y avait un petit entretien avec le CEO de Audi qui a dit que c'était une invitation à innover. Et en fait, c'est une très bonne façon de le voir. Donc, nous, on avait toujours eu peur depuis 20 ans. Si nous, on était les premiers à changer la façon dont on faisait notre business et que les autres ne le changeaient pas, on savait que l'ancienne façon fonctionnait. Donc, on ne voulait pas être les seuls à le faire. Mais avec le COVID, tout le monde a dû changer. Donc, on n'avait plus l'option d'aller voir les médecins. C'était dangereux pour eux, pour nous. Donc, il nous a fallu vraiment très rapidement passer sur adopter des technologies, adapter des capacités différentes dans la façon dont on s'engageait avec le marché. Donc, ça, c'était le côté bien. Parce qu'enfin, cette peur s'est allée. En termes d'innovation concrète, globalement, on a vendu notre division de vaccins en 2014 à GSK. Donc, on n'est pas impliqué du tout dans la charge pour le vaccin. On n'a plus ces capacités du tout. Mais par contre, on a des programmes partout dans le monde où on a mis 15 de nos produits dans des recherches cliniques qui pourraient aider dans le traitement des patients qui ont le COVID. Dans des pays qui ont moins d'argent, on vend ces médicaments au coût à zéro profit, on va dire. Donc, on a pu mettre des choses comme ça en place. On a ce qu'on appelle un COVID Relief Fund, donc des fonds pour aider dans la lutte contre ça. C'est 40 millions de dollars partout dans le monde. Ici au Canada, c'est 500 000. Et pour moi, un des exemples où ce changement a pu vraiment prendre place, ça s'est fait en Canada. Donc, on a lancé un produit qui s'appelle Suma. C'est en partenariat avec une entreprise canadienne assez jeune qui s'appelle INSIG. Et on met à disposition des médecins une plateforme IT, de technologie, où ils peuvent mettre leur clinique en ligne, en poussant sur un bouton, en utilisant. Et on a mis ça en place et à disposition des médecins sans frais, sans quoi que ce soit, en partenariat avec cette entreprise canadienne. Et ça permet aux médecins de continuer à voir leurs patients, à continuer à diagnostiquer, il y a des mots, et à traiter des gens, même s'ils ne peuvent pas les voir. Ça, c'était un des plus grands impacts du COVID, c'est que les patients ne pouvaient pas voir leur médecin. Donc, on a fait ça. C'est intéressant parce que c'est un bon exemple. On pense souvent que l'industrie pharmaceutique, son rôle dans l'innovation, c'est de développer juste des nouveaux médicaments. Donc, c'est de faire la recherche, de faire les essais cliniques, puis ensuite trouver les meilleures façons d'amener le médicament au marché. Mais là, avec l'exemple que vous me donnez avec Suma puis INSIG, on voit que le rôle de l'industrie pharmaceutique en matière d'innovation est beaucoup plus large que ça. Puis que la vision de l'innovation pour les entreprises pharmaceutiques évolue. Pouvez-vous nous parler de façon générale de votre vision de l'innovation, puis vers où on s'en va, puis quel va être le rôle
de l'industrie pharmaceutique dans cette évolution-là? C'est une question à plusieurs volets, mais je sais que je vais essayer de répondre aux multitudes de volets, mais si jamais je ne réponds pas, vous pouvez toujours me reposer la question. Donc je suis d'accord avec vous, et même, vous avez raison. Depuis 20 ans, ou les 20 ans que je suis mêlé à cette industrie, on est focalisé à développer des médicaments fantastiques et on s'en arrête là. On vend les médicaments. Et on s'est rendu compte, même avant la pandémie, qu'avec le montant de données qui existe maintenant dans le monde, la possibilité d'accéder à ces données quand on veut, où on veut, et ça va changer non seulement la façon dont les patients eux-mêmes gèrent leur maladie, gèrent leur traitement, mais ça va inviter des nouvelles entreprises dans ce domaine de la santé. Amazon vient de faire des investissements énormes. Donc, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, si on ne changeait pas notre façon de travailler, la valeur qu'on rapporte au marché, on va être relégué à un wholesaler ou des boîtes spécialisées dans le développement. Et puis, c'est tout. Et je crois que nous, déjà, ça ne serait pas bien pour nous comme entreprise, mais on a plus de valeur qu'on peut rajouter. Donc, depuis 2-3 ans, à Novartis, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, moi je suis en rôle depuis août, je ne vais pas vous dire que c'est moi, mais on commence à investir dans une stratégie, en anglais on dit « to go big on data and digital ». Donc, vraiment focalisé sur les technologies digitales et les données qui existent partout dans le monde. Donc, ça nous a amené à créer des groupes au niveau global sur les sciences des données qui focalisent sur l'intelligence artificielle. Un bon exemple, c'est la collaboration avec Mila qu'on a déjà en place ici à Montréal. Mais tout ce traitement de données et de faire des partenariats avec des gens, avec des boîtes qui connaissent non seulement les données, mais le traitement et l'utilisation de données. Ça fait 2 ans qu'on se focalise là-dessus. Et on pense à 3 niveaux d'innovation que ce genre de collaboration peut nous aider. Donc, notre but à la fin, c'est de réduire par 2 ans le temps de développer un médicament. Historiquement, c'est dans les parages de 9 ans, de l'idée à l'approval. On va en faire ça avec 7, avec les données, la technologie, la façon dont on fait nos essais cliniques. On espère faire ça en 2 ans de moins. L'autre but, c'est de faire en sorte que nos médicaments viennent à 2 fois plus de patients, 2 fois plus vite. Et bien sûr, ça a un côté business, mais ça a aussi un côté accès humain pour dire ils attendent trop. Et c'est là que c'est le plus grand changement dans la façon dont on s'engage avec le marché. Parce que si on veut que les patients arrivent sur le bon traitement 2 fois plus vite, on ne peut pas juste vendre les médicaments. Il faut trouver des solutions dans le système de santé. Et c'est là qu'on va s'engager. Pour faire ça, on a 12 projets, ce qu'on appelle des projets phares. Ils sont focalisés sur, en partie, la recherche clinique, le développement, comme vous pouvez imaginer, pour accélérer ça. Mais on a aussi ce qu'on appelle Engage. On a des projets comme utilisant l'intelligence artificielle. J'ai vraiment toujours du mal avec ce mot en français, je ne sais pas pourquoi. Comment est-ce qu'on ramène nos produits sur le marché? Des projets comme Suma, on a des projets de diagnostic dans les domaines d'OPTHA, de sclérose en plaques, qu'on est en train de collaborer avec, entre autres, McGill. Donc, c'était vraiment pour accélérer le voyage du patient du jour où il se rend compte qu'il a cette maladie au jour où il a le meilleur traitement. Et c'est peut-être là que c'est le plus grand changement, parce qu'on ne dit plus notre traitement, on dit le meilleur traitement. Donc, on veut, si je peux, arrêter de vendre notre médicament et vendre des meilleurs, en anglais on dit outcomes, donc des meilleurs résultats pour le patient. Même si le traitement peut venir d'un compétiteur. Donc, il y a une espèce de... C'est ça, vous mettez l'emphase sur le résultat, puis en créant une concurrence saine entre les joueurs dont vous faites partie. Mais vous avez aussi
toute l'information. Vous faites partie du jeu. Vous n'êtes pas sur le côté du terrain de tennis en train de regarder le match. Là. Vous êtes en train de jouer vous-même. C'est ça. Donc, on s'est dit que, écoutez, honnêtement, la différenciation de nos produits face aux compétiteurs, ça va rester. Mais si on fait que ça, c'est pas assez. C'est, comme vous dites, d'être dans le jeu, d'élargir le nombre de patients qui sont bien traités, d'accélérer leur traitement. Et notre enjeu à nous, c'est si on continue à développer des très bons produits, on va gagner. Mais entre-temps, les patients et les systèmes de santé et tout le monde va aussi gagner. Donc, cet changement de lentille sur ce que serait notre rôle, je crois que c'est très important et fondamental. C'est pas toujours facile, mais c'est ça un peu le but de ce qu'on essaie de faire. Mais c'est aussi très inspirant pour les employés et puis pour les joueurs avec qui vous collaborez. Là. Ouais. C'est très intéressant. Vous avez mentionné tantôt, Ben, le projet avec Mila. Oui. Donc, qui est un projet à Montréal. Pouvez-vous nous en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, donc, en fait, ce n'était pas moi qui l'ai mis en place, mais ce qu'on s'est rendu compte quand on parlait entre nous, que Montréal et Canada, mais Montréal aussi spécifiquement, a une réputation très méritée d'être au cœur du développement de technologies d'intelligence artificielle. Et vous pouvez imaginer, surtout quand je parle de la façon dont on fait des recherches, que de pouvoir faire des partenariats avec des entreprises, des instituts comme Mila, ça peut vraiment nous aider à accélérer la façon dont on gère nos données, on gère nos essais cliniques. Donc, le partenariat avec Mila, ça a deux aspects. Donc, et je vais parler peut-être plus tard du biome, mais un des buts, c'est le Canada pour le Canada. Donc, en travaillant avec Mila, et on a déjà quelques conversations qui sont commencées, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble avec des boîtes sorties de Mila, mais comment est-ce qu'on peut utiliser cette collaboration pour mieux servir les patients canadiens. Honnêtement, on est moins avancé sur ça parce que les problèmes canadiens sont typiquement plus petits que les problèmes globaux, on va dire. Mais c'est normal, hein? C'est pas grave. C'est une bonne chose d'avoir moins de problèmes, il paraît. Oui, c'est ça. Mais ils ont déjà, au niveau global, donc le Canada pour le monde, on va dire, la collaboration MILAC prend plus d'élan. Je sais qu'il y a eu des conversations et des projets pilotes potentiels au niveau du développement. Donc, c'est là. Mais on est au début, mais le but, c'était vraiment, si on veut être le partenaire, le partenaire numéro un, le premier partenaire, on va dire, pour le monde technologique, pour santé, il n'y a pas beaucoup mieux que le Mila pour commencer à avoir cette présence et cette collaboration. Donc, c'est ça un peu le but. Voilà. Et concrètement, comment va se passer cette collaboration? Est-ce que vous avez des bureaux sur place? Oui. On a un bureau. On n'a jamais mis pied dedans parce qu'on l'a ouvert en février. Et le but du bureau, c'est plus cette intégration, partage d'idées. On a fait le tour de Mila. J'ai vu qu'ils ont un cafétéria. Mais vraiment, le but, c'est, pour moi, l'innovation, ça commence avec un problème et des conversations. Donc, nous, on sait ce que c'est nos problèmes. Mais en allant à Mila, je peux parler à des gens qui regardent le monde complètement différent que moi. Ben, voilà mon problème, qu'est-ce que vous en dites? Donc, on va s'installer à Mila une fois la pandémie est là, mais ça ne sera pas que moi. On va faire en sorte que tout le monde chez Novartis peut y aller pour voir comment c'est leur problème. Mais aussi, donc la collaboration, ça va prendre la forme de notre biome. Donc, c'est peut-être le moment de parler du biome. Donc, le biome de Novartis, et je ne parle pas forcément du sud de Canada, c'est un phénomène global. Donc, il y a un biome à Bâle, bien sûr, c'était l'original, mais il y en a un à San Francisco, il y en a un à Paris, il y en a un à Londres, il y en a un, je crois, à Hyderabad en Inde. Il est en Inde. Et maintenant, il y en a un à Montréal. Mais le but du biome, en fait, c'est très simple. Historiquement, le pharma
et Novartis en fait partie. On est très grand, on est un peu lent, on est dur à travailler avec. On s'est dit que si on veut résoudre des problèmes dans le domaine du santé qui ne sont pas liés aux médicaments, on a deux choix. On se réinvente et on fait tout nous-mêmes, mais en ayant travaillé chez GE pendant 3-4 ans, je peux vous dire que c'est dur d'être une bonne boîte de diagnostic. Ça prend... Et nous, on ne l'est pas, et moi, je crois qu'on ne le sera jamais, on ne devrait même pas essayer de le faire. Donc, la seule autre option, c'est de faire des partenariats avec des entreprises innovateurs. Le problème avec ça, c'est pas un problème pour eux, mais c'était un problème pour nous. Le challenge là-dedans, c'est les boîtes les plus entrepreneuriales ont tendance à être les plus innovateurs, mais aussi à être le plus petit ou à start-up mentalité. Donc, si nous, on demande le due diligence que normalement on demande, honnêtement, ça les prendra 6 mois. Donc, c'est une façon de baisser un peu nos défenses, de faire en sorte que c'est plus facile de travailler avec nous, mais aussi de donner accès à ces boîtes start-up où toute la puissance mondiale de nos artistes. Donc, on peut les aider sur le IT, on peut même faire on peut investir dans les compagnies. Mais l'autre but, comme j'ai dit avant, le biome canadien, c'est pour le Canada, mais c'est aussi pour le monde. Une fois qu'une entreprise est dans le biome, tout à coup, il est visible à tout le monde, dans tous les pays du monde. Donc, si moi j'ai un problème en Espagne et j'ai une boîte dans le biome canadien qui peut nous aider, on est facilement en contact et on peut travailler ensemble dès demain. Donc, c'est un peu le but du biome. L'autre but, c'est d'avoir une présence physique. Comme vous avez dit, on a un bureau au Mila, mais on va aussi déménager de Dorval à venir un petit peu plus, à être en contact journalier avec ce monde innovateur. Donc, on va utiliser une partie de nos bureaux, on appelle ça un collaboration space. Et on va pouvoir inviter les gens à travailler à nos côtés pour la journée, pour le mois, pour l'année, s'il faut, et vraiment s'intégrer et devenir... On ne veut pas être un accélérateur comme Centech, Medtech, ils le font très bien, on n'a pas besoin d'un autre, mais plus pour être un bon support et un bon partenaire. Donc, on essaie de se faire attirant pour ces boîtes innovateurs, start-up, parce que nous, on est convaincus que c'est de là qu'on va vraiment avoir des idées nouvelles. On travaille avec Microsoft, on travaille avec Google, bien sûr, mais... vous pouvez faire le pont entre les plus petites entreprises, les plus grosses entreprises, votre réseau international. Ça tombe bien, probablement qu'on a des représentants de start-up et de compagnies très innovantes qui nous écoutent aujourd'hui. Si on peut travailler ensemble ou si vous avez une technologie, je suis toujours à l'écoute de ça. Et on a lancé le biome en octobre, mais en 2021, le but, c'est de populer le biome, puisqu'aujourd'hui, c'est une idée. On a les débuts avec la collaboration avec Mila, mais maintenant, c'est d'identifier des partenaires, de les mettre dans le biome et de travailler ensemble. C'est un peu ça le but. Mais vous avez déjà l'expérience des autres biomes. Vous avez mentionné San Francisco, Bâle, Londres, Paris. Pouvez-vous donner des exemples de partenariats qui ont été mis en place dans le cadre de ces biomes-là? Oui, bien sûr. Donc, en fait, peut-être le meilleur exemple pour moi, c'est une entreprise canadienne basée à Toronto. Elle s'appelle Conversation Health. Et ils ont la capacité de faire des chatbots, mais qui apprennent. Parce que, je ne sais pas, moi, je suis allé sur des chatbots, c'est préprogrammé. Hein, et le moment qu'on pose une question difficile, voulez-vous les parler à un vrai humain? Oui, merci. J'aurais voulu faire ça dès le début. Mais leur technologie leur permet de vraiment donner l'impression qu'en fait, on ne part pas à un ordinateur. Et la conversation évolue. Il peut interpréter des questions beaucoup plus vagues pour aider à trouver les médicaments, les bonnes questions. Donc, cette boîte-là, elle a été identifiée, ironiquement, par le biome à San Francisco. Donc, ils sont dans le biome global. Maintenant, ils sont dans le biome de San Francisco. Je suis en train de négocier pour que je les ramène à la maison, on va dire. Et ils ont travaillé en premier avec les US, puis avec Bâle, et puis avec nous. Donc, on va travailler avec eux. Ils sont en train de grandir, mais ils ont passé du temps à San Francisco dans leur bureau.
Et maintenant, ils sont plus grands, ils n'ont pas besoin de ça, donc on travaille avec eux. Mais c'est une bonne histoire de démontrer à quel point le network, il est vraiment global. Donc, une boîte canadienne identifiée par les Américains qui, en passant par balle, travaille maintenant avec l'équipe canadienne. Effectivement, c'est un excellent exemple. Et puis, j'ai aucun doute que le biome, si ça fonctionne comme ça avec des entreprises du Québec aussi, ça peut aider à la relance économique du Québec puis favoriser l'innovation, mais entre les secteurs. Je pense que la collaboration, les partenariats entre les secteurs est essentielle pour avoir une collaboration une innovation qui règle des vrais problèmes, comme vous dites. Oui, tout à fait. Donc, la pandémie, ça nous permet, c'est ça, de nous poser ce genre de questions-là. Peut-être que parce qu'on est chez nous, on a plus de temps pour réfléchir. Moi, j'ai moins, mais bon, on va... Mais pouvez-vous justement, dans ce cadre-là, on a eu le temps de réfléchir, vous, dans vos rêves les plus fous, là, la pandémie finit demain matin. Quel serait le monde idéal en termes d'innovation, puis de collaboration, puis comment vous voyez... C'est une question ouverte, là. Comment vous voyez l'évolution du rôle de Novartis dans ce nouveau monde, si je peux dire? On ne va pas parler des barques. Je n'ai pas fréquenté depuis deux mois, mais ça doit vous manquer beaucoup. La première chose, je sors de ma maison. Et après ça, donc moi, c'est pas vraiment c'est un rêve, mais c'est aussi une peur. Donc moi, je crois que, comme je disais avant, la pandémie, avec tout le mal qu'il a fait, il nous a libérés des anciennes façons de faire. Donc j'ai peur un petit peu avec un retour au normal, qu'on perd cette ouverture et qu'on veut juste retourner où c'est confortable. Je crois qu'on est parti trop loin, mais ça, c'est quelque chose. Donc, pour moi, c'est tout ce que ma vision, c'est de pouvoir mettre en place tout ce qu'on discutait. On a pris nos premiers pas. Je rigole toujours avec mon équipe. Je leur dis, ils me disent, c'est quoi ta vision de succès? Je dis, écoute, honnêtement, moi, je n'ai pas besoin, dans 5 ans, qu'il n'y ait personne dans mon travail. Parce que pour avoir quelqu'un qui est transformation et innovation, ça ne devrait pas être nécessaire. Mais ça l'est parce qu'on essaie de changer des habitudes de 20 ans. Si on a du succès, tout le monde travaille comme ça. Donc, les rôles seront très différents. On a toujours besoin des forces de vente, mais peut-être ce qu'ils vont faire, c'est différent. Les jobs to be done, c'est très différent. La structure est différente. Le partenariat et les gens avec qui on travaille est différent. Donc, moi, c'est peut-être bizarre d'espérer que mon rôle n'existe plus, mais ça veut dire qu'on a eu du succès à changer la culture, la façon de travailler, et qu'on n'a plus besoin de ce groupe qui pousse à faire des choses différentes. C'est juste comme ça qu'on travaille. Donc, c'est un peu ça. Dans un monde plus fou, honnêtement, je crois que si on ne pouvait plus distinguer entre une entreprise qui fait des médicaments et une entreprise qui est un bon partenaire, et que c'est comme ça que ça se passe, ça, c'est une vision très, très bonne pour moi. Et je crois que ça nous permettrait à construire une relation différente avec nos clients, mais aussi avec la société. Donc, je crois que d'être un bon partenaire. Je ne sais pas si je vous réponds à votre question, mais c'est tellement grand que... C'est une question ouverte. Et puis, ce que j'entends, c'est que l'innovation doit faire partie de nos pratiques à tous d'affaires. Il ne faut pas avoir peur d'innover, de collaborer. Et puis, il faut regarder en avant, garder l'œil sur le problème, trouver la solution plutôt que juste regarder ou faire les choses de la même façon. Parce que, comme on a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Oui, c'est ça. Et c'est bizarre parce que culturellement, une industrie qui forcément a ses bases dans l'expérimentation, une hypothèse, on teste. Sans ça, on ne développe jamais un médicament. Une fois qu'on arrête, on a développé le médicament, on arrête d'expérimenter. On a peur vraiment d'échouer. Et là, ça nous permet maintenant, aujourd'hui, de savoir que les choses qu'on fait ne seront jamais parfaites et qu'on va toujours apprendre. Donc, si on réussit à garder ce côté
avec un confort, avec le fait que tout ne va pas fonctionner. Parce que forcément, quand on innove, on va avoir des échecs et on apprendra des échecs. Mais comme j'ai dit, c'est tellement bizarre d'avoir une industrie qui a tellement de confort avec l'échec dans le research et développement des drogues, parce que honnêtement, c'est 300 à 1 en phase 1. Hein. Normalement, il y a 300 échecs pour une réussite. Tout à coup, quand on vient à amener nos médicaments sur le marché, on oublie tout ça. Donc pour moi, ce changement culturel d'être non seulement confortable, mais s'attendre à avoir des échecs et d'apprendre de ça, c'est le plus grand changement qui va devoir se maintenir. Merci, M. Massingham. Merci, Dominique, pour cette intéressante entrevue. C'est tout le temps que nous avions. Toutefois, avant de passer à mon collègue Jocelyn Auger, on a reçu une question de l'audience. Donc, M. Massingham, vous avez parlé un petit peu plus tôt des synergies entre les différents secteurs. On a eu une entrevue mardi avec le docteur Louis-Philippe Vézina qui parlait des efforts internationaux là, dans la recherche de la solution. Pensez-vous que ces efforts-là et cette synergie entre les efforts internationaux dans le domaine scientifique vont se maintenir même après la pandémie? J'espère que oui. Et ce qu'on commence à voir et qui a accéléré avec le COVID, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, je ne sais vraiment pas comment dire en français, mais du open source data. Et ça, c'est un bon signe pour moi. Donc, tout ce que nous, on a appris, on le met sur le marché. Et les collaborations entre l'académie, les boîtes, ça continue. Mais ça s'élargit aussi. Je peux vous donner un exemple. L'autre jour, dans mon ancien rôle, j'étais chargé de la domaine des neurosciences. J'étais autour de la table avec 3 de mes compétiteurs en parlant de comment est-ce qu'on peut éduquer les 47 000 généralistes, médecins généralistes sur la migraine. Ce n'était pas sur nos drogues, c'était sur la migraine. Et c'était la première fois en 20 ans que j'ai fait ça. Et je crois que c'était la pandémie, c'était l'esprit de collaboration qui s'étend au-delà du recherche et développement. Donc moi, je suis convaincu que ça l'est. Je ne peux pas parler pour les 147 000 autres Novartiens et les autres, mais j'espère que oui. Et je crois que oui. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci du partage. Merci Dominique, merci M. Massingham, encore une fois. Donc, allons maintenant rejoindre notre associé Jocelyn Auger, ses panélistes qui sont dans la salle à nos bureaux de Montréal avec des panneaux en plexiglas fournis par l'un de nos panélistes, donc de happening.ca. Donc, Jocelyn, à toi la parole. Merci, Sarah. Bien content d'être avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons un panel bilingue aujourd'hui qui va traiter, comme Sarah l'a mentionné, d'innovation. Dans un contexte où le statu quo n'était pas une option pour certaines organisations, nos invités aujourd'hui vont nous parler de l'agilité dont ils ont dû faire preuve ou encore des avancées technologiques qu'ils ont dû connaître. Nous avons donc avec nous, d'une part à ma gauche, Pascal Dernay. Pascal, qui est actif dans le milieu de l'événementiel depuis près de 20 ans et qui est maintenant président et cofondateur de l'agence Happening. À ma droite, Henri Trouillard, qui est directeur en intelligence d'affaires et analyse de données chez Texas, une société de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement. And we also have remotely Mona Safadi, who's Innovation Program Manager at CAE Healthcare. Hello, Mona. Hello. Alors, merci à tous d'être avec nous et on va passer la prochaine heure ensemble. Donc, première question, parlez-nous de votre parcours et de votre entreprise. Je commence avec vous, Pascal. Bonjour. Alors, moi, en fait, si on fait un petit way back dans le temps, au début des années 2000, en fait, j'ai occupé une fonction au bureau d'audience publique sur l'environnement en tant que webmaster, donc vraiment dans les communications, technologies à ce moment-là, au balbutiement du web. Après ça, en fait, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de toucher un peu à quelques événements. Et puis là, je suis parti 1 an en voyage. Puis au retour, en fait, j'ai un ami qui m'a contacté pour m'offrir de racheter une compagnie qui était en difficulté à ce moment-là. Donc, je suis venu m'installer à Montréal, en fait, pour racheter cette compagnie-là. Puis, c'est là qu'on a parti, en fait, le coordonnateur
qui a changé de nom au fil du temps, en fait, en 2010, qui est devenu happening.ca. On a droppé le .ca il y a quelques années, mais donc, à la base, en fait, on était 3 associés. J'ai racheté mes deux partenaires en 2012 et en 2018. Donc, au fil du temps, en fait, Happening est devenu une entreprise qui gérait vraiment tous les services associés à l'événement corporatif. Donc, notre idée, c'était vraiment d'offrir tout sous un même toit, de la conception à la production, à la location, etc. Donc, des congrès, des galas, des assemblées, des parties de Noël. On est un peu là-dedans ces temps-ci. Donc, au fil du temps, en fait, on a fait des centaines d'événements par année depuis près de 20 ans maintenant. Là. Donc, des événements qui pouvaient regrouper de 100 à 3000 personnes. Des groupes qui étaient constitués, dans le fond, de clientèle autant locale que des congrès internationaux. Évidemment, Montréal est reconnu pour être une plateforme intéressante à ce niveau-là. Donc, des Américains, des Européens, tout ça qui venaient, pour lesquels on faisait des soirées d'accueil, des congrès, etc. Donc, ça a été un peu notre crescendo. On était un peu en crescendo au fil des dernières années. Évidemment, cette année, on s'attendait à avoir une année record comme bien des gens de l'industrie. C'était vraiment un beau boom. On a eu notre lot de défis, mais donc, évidemment, l'intégration du virtuel dans notre offre de service cette année, puis une offre un peu complémentaire de produits là, que je pourrais parler un petit peu plus longuement tantôt. Parfait. Merci, Pascal. Je me tourne vers Henri. Parlez-nous de vous et de Texis. Eh bien, écoutez, moi, je suis directeur de la pratique Analytics et BI, donc intelligence d'affaires et analyse de données en bon français, de Texis. Texis, qui est une compagnie montréalaise, qui est peut-être moins connue, donc je vais juste parler un tout petit peu de qu'est-ce qu'on fait. Texis, on est finalement, on a des solutions. Donc, on développe des solutions logicielles. On est éditeur de logiciels qui sont principalement tournés sur la transformation de la supply chain pour nos clients. Donc, ça peut passer par la gestion d'entrepôt, la gestion du transport, la gestion de la commande, etc. Donc, vraiment, on essaie de couvrir vraiment l'ensemble de qu'est-ce qu'est la chaîne d'approvisionnement d'un point de vue logiciel. Texis, au-delà du simple éditeur de logiciel, est également l'intégrateur de ce logiciel. Donc, on travaille directement avec nos clients pour aller implanter le logiciel chez eux et fournisseurs de services professionnels dans le cadre de l'optimisation de leur supply chain. Moi, mon rôle, naturellement, chez Texis, couvre ces 3 axes sur la création, le développement du produit en analyse de données, en intelligence d'affaires, pour aider nos clients à avoir une plus grande visibilité sur ce qui se passe au sein de leur supply chain et pouvoir générer de l'optimisation. Mon background, peut-être juste avant Texis, je suis peut-être un enfant du data, on va dire. J'ai commencé après l'université très rapidement à avoir, il y a une quinzaine d'années, un intérêt total sur le prochain truc, c'était tout ce qu'on allait faire avec le data. Donc, j'ai commencé une carrière beaucoup plus, on va dire, traditionnelle en conseil, dans différentes firmes de conseil, très concentrée sur le data, analytics, analyse de données, etc., pour finalement arriver chez Texis où on a créé cette équipe. Donc, je suis le fondateur, entre guillemets, de ce département intelligence d'affaires et analyse de données chez Texis qu'on développe maintenant là, depuis plus d'1 an et demi. Merci, Henri. Turning now to virtually to Mona. Tell us about yourself, of course, and CAE Healthcare, your role there. Yeah, sure. So I'm Innovation Program Manager, and I've been leading the ventilator project actually at CAE for the past, since March. So yeah, happy to be with you. So in terms of what CAE has done, the current situation has had an unprecedented impact on our industries. Our industries are primarily civil aviation, defense, security, and healthcare. So through the 70 plus years of activity, we've never seen anything like this. In fact, we were leading CAE towards what would have been another record year when the pandemic hit.
Our mission at CAE has always been to make the world a safer place. And now more than ever, we're adapting to keep honoring that mission. So our first response was to ensure the health and safety of our employees and our customers. And of course, this continues to be our top priority. But in April, CAE Healthcare was awarded a Canadian government contract to develop and manufacture ventilators as part of a national emergency response to the pandemic. CAE, being a worldwide leader in building simulators and providing training solutions, had to quickly shift gears and went from developing simulation products to creating and building and manufacturing ventilators. We got into that project, of course, because our employees were asking us to do something to help save lives. And of course, that's in our that's our mission. In fact, we also, of course, are known for our innovation and engineering talent. It's in our DNA. So, of course, we're stepping up during the crisis to help. And that incredible project, the ventilator project, is this perfect demonstration of the agility and speed at which CAE was able to pivot into this new domain, bring innovation and world-class engineering to the market to save lives. We want to make a difference in the lives of our citizens, our family members, our friends, anyone who would require the use of this life-saving device. Thank you, Mona. C'est rendu maintenant un cliché. La pandémie a obligé de nombreuses entreprises, et ça dans différents domaines, à innover, voire à se réinventer et à revoir leur modèle d'affaires. Maintenant, je vais vouloir vous entendre sur les changements ou les avancées que vous avez dû connaître dans vos entreprises ou peut-être aider d'autres entreprises à faire ces changements-là. Dans certains cas, ça pouvait même être une question de survie de l'entreprise. Turning first to you, Mona, you referred to that ventilator project. As I was saying, the pandemic has forced many organizations operating in various sectors of the economy to innovate and revise their business model. What pivot or changes did your organization had to go through? Yeah, so I think I touched mainly on that in the intro part. Yeah, but maybe go in detail. Yeah, sure. So, as I was mentioning, our primary business is simulators for safety, for making sure that our pilots are safe, our defense teams are safe, medical personnel are saving lives through simulation and training. But the shift in gears was to be able to switch from that simulation industry, which is strictly training and education, into actually creating a real life-saving device that's going to be plugged to a patient. So that was the major pivot. It's a different mindset, and it forced everyone to switch gears and think about it from a different point of view, that now it's an actual patient and there's actually safety protocols and regulations and guidelines that need to be followed. So, thank you. Pascal, on parle de pivot, de changement, de réinvention. Dans le cas d'Happening, qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, c'est sûr qu'en événementiel, on s'est rendu compte assez vite que les services n'allaient pas être requis pour un bon moment. Là. Déjà, c'était évident que dès le départ, on allait être les premiers à avoir le choc, puis les derniers à sortir de la crise. Fait que, de par ce qu'on fait, on loue du matériel pour des événements, on organise des événements. Donc, sauf des rares exceptions, là, on était vraiment positionné comme une entreprise de service. Donc, en mars, en regardant tout ça aller, c'était difficile de voir un peu de quelle manière on pouvait aller chercher des sources de revenus. Si on se remet à l'époque, il y avait comme beaucoup de services qui étaient offerts. Tout le monde s'est mis à faire de la consultation gratuite, puis tout ça. Puis on dirait que ça devenait difficile pour nous de figurer, OK, bien, de quelle manière on va réussir à aller chercher des fonds avec tout ça. Donc, le thinking, ça a été vraiment de se dire, bon, bien, peut-être que
on avait tout refait notre branding l'an dernier, donc avec atelier événementiel, parce qu'on s'était mis aussi à produire certains designs de produits pour des événements. Donc, on s'est dit peut-être que l'idée, ça serait d'avoir peut-être une division un peu produit, là, manufacturière à petite échelle, évidemment, là, au niveau atelier. Puis là, évidemment, si on se remet à l'époque, il y avait comme tout le monde s'est mis à faire des masques, des stations, tout ça. Fait que là, comment un peu se démarquer avec tout ça? Donc, on était reconnus déjà pour notre sens, un peu de tout ce qui était design, esthétisme, tout ça, notre signature finalement de l'événement. Puis, je veux dire, on voulait arriver avec un produit qui pouvait amener une certaine adhésion de toute notre équipe, que les gens aient envie de s'impliquer. Donc, on ne pouvait pas nécessairement faire des masques à tout le monde. Là. Donc, en fait, en 2019, moi, j'ai participé au parcours développement durable avec la Ville de Montréal. Fait que ça a certainement teinté un peu. Donc, à force de cogiter tout ça, l'idée, ça a été de penser à un produit qui pouvait aller au-delà de la COVID. Donc, comment on pouvait amener justement amener un produit qui pouvait d'abord avoir une fonction de sécurité, donc les cloisons comme ça, mais qui pourrait éventuellement être amené à avoir une autre fonction, donc de design, de réaménagement des espaces et tout ça. Donc, on a développé un espèce de concept de cloison qui pourrait évoluer puis qui est en accord avec le développement durable, donc des produits locaux, etc. Puis, grâce à on a vraiment brainstormé, conçu et fabriqué en même temps, donc tout ça dans le même moment. Puis, grâce à cette nouvelle expertise-là, on espère pouvoir pousser là, cette nouvelle division-là qui va nous permettre d'aménager des espaces, non pas seulement événementiels, mais aussi tout ce qui est environnement de travail, des restaurants, etc. Tous les lieux qui vont rassembler, dans le fond, être en mesure d'aménager ces nouveaux espaces-là de par les nouveaux produits qu'on propose. Donc, c'est un peu ça le chiffre qu'on a fait là, de mettre sur pied une division produit, si on veut. Je me tourne vers Henri maintenant. Je sers une clientèle beaucoup dans le domaine du logiciel, de l'analytique, du web également. Beaucoup de ces clients-là ont été très occupés. Donc, pour beaucoup d'entre eux, heureusement, touchons du bois, la pandémie n'a pas été une question de vie ou de mort. Mais dans votre cas, vous aidez des entreprises justement à évoluer, à faire le passage. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience là-dedans? C'est sûr que ça a été une période intéressante là, pour Texis, puisque si on regarde d'un point de vue opérationnel, c'est business as usual. Donc là, ça peut paraître paradoxal par rapport au reste, bien sûr, du monde, mais on a une chance extraordinaire qu'on a continué à travailler. On a naturellement appliqué le fait que tout le monde travaille depuis la maison. On a limité les voyages aux voyages uniquement essentiels. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, si on regarde le logiciel, avant même de parler de nos clients, le logiciel lui-même, et c'est peut-être ça dans la nature du logiciel, il a toujours été très adaptable et très agile. Parfois vu comme un challenge pour certains ou comme une qualité dans d'autres. Notre président dirait sans aucun problème, il dirait que c'est justement dans ces moments plus difficiles où la supply chain est un petit peu stressée que des logiciels plus agiles, plus flexibles sortent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. On a réussi avec nos clients existants ou avec des clients nouveaux, et il y en a eu nombreux finalement depuis le début de la pandémie, on a vraiment réussi à prouver que ce logiciel pouvait permettre de la flexibilité et de l'ouverture dans la supply chain. Sachant qu'un des gros sujets dans cette supply chain sur stéroïdes un petit peu depuis le mois de mars, c'est l'omnichannel. C'est le multicanal, c'est la capacité à pouvoir rejoindre tes clients pour passer une commande ou pour lui envoyer la commande et tout ce qui se passe au milieu de le plus de moyens possible. On ira peut-être plus en détail plus tard, là, mais c'est sûr que ça a été un des gros défis. Un autre accélérateur pour nous de cette pandémie, ça a été une transformation qu'on avait commencée avant, qui a été notre transformation vers le SaaS. La compagnie de Texis, la compagnie a été créée... Le SaaS pour nos auditeurs. Bien sûr. Excusez-moi, peut-être trop dans le jargon. SaaS, Software as a Service. Okay. Donc, l'idée de l'utilisation d'un logiciel clé en main. Voilà. Et c'est une transformation que beaucoup de compagnies logicielles
se doivent de passer au travers, dans le sens où une compagnie comme Texis, créée il y a plus de 35 ans maintenant, ce type de développement, ce type de service n'existait pas. Et on a commencé cette transformation il y a quelques années maintenant. Ouais. La pandémie a été un catalyseur, bien sûr, puisque les temps de déploiement doivent être accélérés. Les grands, donc que ce soit dans tout ce qui est marchand de détail ou que ce soit des grands distributeurs ou dans des gestions d'entrepôts, la pandémie a accéléré le besoin de l'adoption du changement. Donc, notre solution devait être facile à implanter, rapide à implanter et pouvoir avoir des résultats très rapides. Donc, si je reviens à la question là, vraiment sur notre changement de business model, si on regarde de point de vue opérationnel, on a dû changer des choses. Bien sûr, on ne voyage plus, on doit travailler en vidéoconférence, etc. Donc, l'exemple d'aujourd'hui est l'exemple parfait de ce qu'on fait. C'est une journée normale au bureau, quoi. C'est une journée relativement normale. Pour ajouter peut-être une caméra frontale pour être capable de se balader dans un entrepôt ou dans un magasin. Mais la technologie est là pour nous supporter. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de dire que c'est business as usual. Est-ce que le reste du business model sur l'accélération de transformation as a software as a service company va s'accélérer et continuer? Oui. Est-ce que le reste du modèle sur le fait que nous travaillons tous depuis chez nous, qu'on a moins voyagé, va de façon pérenne rester ainsi? Je pense qu'il est trop tôt pour le savoir. Il faut peut-être attendre que la tempête se calme un petit peu et on arrivera à voir s'il y a vraiment une évolution pérenne sur le business model sur ce sujet-là. C'est comme ça que je le vois. Mona, turning to you now, with the many public health restrictions, what were the challenges that you guys were facing in restructuring your 1,000+ square footage facility for that project you were mentioning? Yeah, sure. So we enforced many strict health protocols to prevent, of course, the spread of the COVID-19. While doing so, we had to convert our traditional manufacturing space into a clean room environment to be able to manufacture medical equipment. And we also had to modify the manufacturing spaces to make sure that the environment was clear and ready to be used for different module assemblies from the ventilator and also for lab testing, of course. So we really needed to, in addition to infrastructure, like structurally, we also had to modify the pace at which we typically manufacture things. So we're typically a low volume environment. It's an aerospace type environment and simulation. And we went from this into a fast pace similar to the automotive industry, where we had to really ramp up production from what would typically take days to minutes to be able to fit the demand for the government. We trained hundreds of people within weeks and developed electronic or digital type work instructions to be able to ramp people up rapidly. And all this, of course, while, under the strict protocol for the COVID-19. Impressive. Pascal, vous l'avez dit, le domaine de l'événementiel a été très touché par cette pandémie. Vous l'avez dit aussi, vous avez dû adapter votre modèle d'affaires, les cloisons, le studio, les événements virtuels et tout. Évidemment, au-delà du fait que tout a arrêté, quel a été pour vous l'ultimatum que vous avez perçu comme entrepreneur? Moi, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. Il y en a qui ont eu le réflexe du chevreuil en plein milieu du chemin. Les gens ont eu des réactions différentes. Dans votre cas, question un peu plus personnelle, c'était quoi l'ultimatum? Qu'est-ce que vous avez perçu et dit, là, il faut faire quelque chose? Bien, rapidement, en fait, ça a été l'élément déclencheur, ça a été l'acceptation que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Avec le déni, l'acceptation. Oui, l'acceptation est venue assez rapidement. Là. Disons que quelques semaines, déjà début mars, là, on voyait ça arriver, puis je me disais, oh, ça augure rien de bon. Fait que quand tout ça est arrivé, moi, dès le 13 mars, en fait, j'ai dû mettre tout le monde à pied là, à ce moment-là, parce que je savais qu'on en avait vraiment pour un certain temps, puis juste le temps de réimaginer un peu comment on allait faire ça, ça prenait un certain temps. Donc, c'est pas pour vous, mais à l'époque, il y a un peu de wishful thinking. On se dit,
« Ah non, ça va être correct, ça va aller vite », puis on se faisait dire « ça va prendre 2-3 semaines », mais est-ce que vous avez vu que « Ah non, on en a pour des mois, Oui, j'ai pas le parce choix, que, tu sais, dans le fond, de se faire dire tout rassemblement de 250 personnes et plus est interdit, c'est vraiment dans ma mission là, d'entreprise. Fait que, il ne fallait pas vivre dans le déni puis dire, OK, bon, fait que ça a été vraiment là, des mois, en fait, des semaines. Puis après ça, là, à un moment donné, de prendre position aussi, tu sais. Fait que là, au début, c'était vraiment toute la démarche de produit, là, de partir ça. Mais en parallèle aussi, un petit peu plus tard, si on voulait demeurer aussi un joueur pertinent en événementiel, dans le fond, parce que c'est bon, là, ça nous fait une espèce de diversification d'avoir des produits on the side, mais... Pensez-vous que c'est des choses qui vont rester? On pense que oui, mais évidemment, pas uniquement la cloison en tant que telle, parce que les gens vont probablement avoir le goût de la... Oui, c'est ça. Il va falloir qu'elle soit... On va la ramener à l'occasion. Exactement. Fait que c'est pour ça. En fait, la cloison en tant que telle, ce que ça nous a permis, c'est vraiment d'entreprendre notre démarche manufacturière, dans le fond, de pouvoir développer des produits. Donc, on a même fait fabriquer une presse qui nous permet de fabriquer des panneaux de plastique recyclés. Donc, à la base, dans le fond, certaines sections des cloisons peuvent être faites avec nos propres panneaux, mais l'idée, c'est d'aller plus loin avec ça. On a de pouvoir créer, exemple, des petites... Des maisonnettes, des espèces de bulles pour des espaces publics, etc., des bureaux. Donc, on va aller plus loin avec ce produit-là. Donc, c'est un peu au niveau du produit, c'est un peu l'embryon du projet, mais du côté de l'événement virtuel, en fait, c'est sûr que c'est là pour rester, puis ça va changer complètement notre modèle d'affaires parce que, les grands rassemblements, les compagnies cette année, ils ont réalisé qu'on n'a peut-être pas besoin d'envoyer 3000 personnes à l'autre bout de la planète pour un meeting d'une journée. Probablement que les gens vont se dire, on va en envoyer 800, puis les autres vont être en virtuel. Fait que là, ça va être intéressant de voir aussi comment que ça va évoluer parce que autant en virtuel, il va falloir que l'expérience soit vraiment intéressante pour ceux qui n'ont pas la chance d'assister. Puis en présentiel, il va falloir vraiment justifier le fait qu'on déplace ces gens-là. Exactement. Donc tu sais, dans les deux cas, je pense qu'on est en bonne position pour pouvoir, évidemment, offrir là, les deux services. Là. Intéressant. Est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez donner aux entreprises qui veulent se réinventer pour rester compétitives? Bien, je pense que d'abord, cette année, ça a été vraiment, pour nous, il fallait vraiment naviguer là, d'une idée à l'autre. Donc, vraiment de bien se connaître, puis en même temps d'être à l'écoute du marché parce que ça évolue très rapidement. Savoir vraiment quelles sont nos forces, puis à partir de nos forces, extrapoler vraiment notre savoir-faire, là, notre expertise. Fait que, tu sais, nous, le produit, ça peut avoir l'air loin de ce qu'on faisait en événement, mais en même temps, ce qu'on faisait en événement, c'était de créer des environnements qui étaient propices, dans le fond, au réseautage. Vraiment de rendre des environnements où les gens sont à l'aise puis ils ont envie d'être ensemble puis tout ça. Fait que ça, on va pouvoir l'extrapoler aussi, pas uniquement au milieu des environnements, mais aussi tous les lieux de rencontre comme les bureaux, les restaurants, etc. Puis, au niveau du virtuel, c'était un peu plus naturel parce que notre expertise en tant qu'organisateur d'événements, elle pouvait bien se positionner puis s'extrapoler au niveau du virtuel parce que ça demeure que même malgré ce que les gens peuvent penser, il y a beaucoup d'organisations en amont pour le virtuel, puis justement pour créer des bonnes expériences, ça prend un savoir-faire qu'on avait, mais qu'on adapte là, maintenant à la nouvelle réalité. Là. Donc, focuser sur vos forces, focuser sur ce que vous faites de bien, revenir à l'essence de ce que vous faites. Exactement. Puis vous projeter avec ça. Oui. Henri, la situation actuelle a forcé beaucoup d'entreprises à passer au commerce en ligne, ou en tout cas en tout ou en partie. Ouais. Comment votre technologie peut aider les grands détaillants à être plus efficaces, à faire ce passage? Je pense que pour répondre à cette question, il faut voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, ou en tout cas à travers quelques exemples, pour voir comment on peut les aider. Ce qui s'est passé là, sans rentrer dans tous les détails là, du changement qu'il y a eu au niveau de la supply chain, le premier truc qui est très simple à comprendre, c'est que je pense que pour beaucoup de gens, c'est la première fois depuis des années qu'ils ont entendu parler et compris
qu'est-ce que c'était qu'une supply chain qui était perturbée. Et ça, c'est quelque chose qui a été très, très bon, très intéressant et très utile pour nous et pour nos clients. Avec le papier de toilette comme premier exemple. Sans rentrer dans les détails. on a de vifs souvenirs de ces épisodes. Mais disons que le papier de toilette pouvant être le premier et le dernier allant certainement être le vaccin. Qui, dans tout le débat public là, dont on peut entendre parler aujourd'hui, un des éléments fondamentaux, c'est comment ces vaccins, s'il y en a plusieurs, seront approvisionnés jusqu'au bras du patient. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, ce qu'on peut imaginer. Il faut imaginer, il faut le croire. C'était une zone un peu grise pour beaucoup de gens dans le commun du public, mais également pour beaucoup d'entreprises qui ne voyaient pas à quel point avoir un simple canal de communication ou de vente avec un client pouvait à ce point-là être complètement perturbé par la supply chain. Un autre élément qui s'est passé, pour entrer un peu dans le détail peut-être plus du logiciel et comment on peut aider, ce qu'il faut voir avec le commerce en ligne, c'est qu'il faut voir il y a une augmentation du commerce en ligne et une diminution des volumes. Et ça, c'est très impactant pour quelqu'un qui vend en ligne, puisque aujourd'hui, il doit réussir à augmenter sa capacité d'approvisionnement ou de production, dépendamment quel le secteur d'activité, pour pouvoir ensuite aller shipper ou envoyer plus de produits qui sont plus petits. Sachant que ça va à l'encontre de toutes les discussions beaucoup de clients ont sur réduire leur impact environnemental et va également stresse énormément leur capacité de production et d'aller rapidement. Car bien sûr, dit commande en ligne, dit rentrer dans un monde où il y a une attente que ça soit plus vite. Et il y a une attente également que ça peut être livré en magasin, à la porte, au bureau, chez Canada Post. Et donc là, on arrive dans le monde du multicanal. Et c'est là où notre logiciel aide à ça. Notre logiciel permet beaucoup plus facilement, on pense, en tout cas, que d'autres. Et on pense que de toute façon, que ce soit notre logiciel ou l'industrie a besoin de s'adapter. Que ce soit dans le commerce de détail ou que ce soit dans le monde des distributeurs, ils ont besoin de pouvoir facilement, ils ont eu besoin et ils ont encore besoin aujourd'hui de pouvoir jouer sur ces différents canaux. On parle du omni-channel, du omni-canal, être capable d'être présent sur l'ensemble, être en magasin, être en ligne, d'envoyer chez vous, à votre bureau ou récupérer dans un magasin. Tout ça, c'est être capable de réorganiser le logiciel et l'organisation pour pouvoir aller atteindre ces différents canaux est une chose sur laquelle on a énormément travaillé dans les derniers mois et qu'on a pu aider sans aucun doute pour aller aider les entreprises à mieux gérer ça. Je travaille personnellement dans le domaine du logiciel depuis plusieurs années et pour beaucoup de gens qui ne sont pas du domaine, une implantation logicielle, c'est vu comme un monstre. C'est énorme, surtout quand on vient toucher à des trucs aussi sensibles et intimes que la chaîne d'approvisionnement. On avait récemment dans les médias l'exemple de BMR, qui je crois est un de vos clients, un détaillant bien connu au Québec, qui utilise votre logiciel pour gérer les commandes en ligne et tout. Pouvez-vous nous parler, au niveau bien sûr, mais des étapes pour l'implantation? Comment on fait pour manger cet éléphant qui est une implantation d'un logiciel aussi complexe que le vôtre? C'est intéressant de prendre cet exemple-là. BMR, entreprise québécoise, en effet, le lancement du pilote a eu lieu de façon publique il y a quelques semaines, en fait. Donc, qu'est-ce qu'a voulu faire BMR? Je pense que c'est important de comprendre. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle dans notre jargon, mais le jargon est assez marrant, du BOPIS. Le BOPIS, Buy Online and pick Up in Store. OK. BOPIS. Et typiquement, un channel, du omni-channel. Un canal supplémentaire parmi tous les canaux de distribution qui sont offerts, en tout cas qui peuvent être offerts pour ce type d'entreprise. Et donc, BMR, il fallait absolument c'était leur volonté de pouvoir se lancer là-dedans, se dire on doit pouvoir, à travers le commerce en ligne, offrir une nouvelle façon de distribuer notre produit
avec un processus de pick-up in-store. Comment tu fais ça? Il faut voir les choses de façon non traditionnelle. Et je pense que BMR a réussi à se dire comment on avait deux avenues pour le faire. Enfin, je me mets dans la peau de BMR, mais en ayant travaillé avec eux, il y a deux avenues qui sont possibles. La première, c'est partir sur l'avenue traditionnelle du je vais améliorer mon système de gestion de commandes pour aller rajouter à travers de l'informatique, à travers du logiciel, à travers de la modification, rajouter cette capacité de processus et de gestion du logiciel, de pouvoir aller préparer une commande et qu'elle soit disponible en magasin et puisse être récupérée en magasin. Long, un peu fastidieux, faut tout changer. L'autre solution qui aujourd'hui se présente de plus en plus à distributeurs, c'est ce qu'on appelle du DOM, Distributed Order Management, donc avoir des solutions qui offrent en fait juste le canal que tu veux, parmi un éventail de possibilités. Et notre solution permet ça, permet de dire tu veux faire un BOPIS et pas de problème, let's stay. Nous, on a ce processus-là qui est prêt, qui peut s'interfacer avec votre système actuel sans forcément avoir à tout changer. Et ça répond à deux fondamentaux challenges, ou deux fondamentaux même, puisqu'ils sont plusieurs, challenges que les entreprises comme BMR, qui peuvent paraître plus traditionnelles, c'est on doit quand même aller vite, parce qu'on ne veut pas forcément que nos clients aillent ailleurs, et on doit pouvoir s'adapter également à ce que nos clients qui vont chez BMR aujourd'hui veulent de la part d'un client comme BMR. Ils ne veulent pas partir à BMR, mais ils veulent pouvoir aller récupérer leurs produits qu'ils ont achetés directement en magasin. Donc, c'est finalement à travers cette approche, je pense que BMR et avec Texis ont réussi à lancer ce pilote et pour l'instant, c'est un succès. Donc, on l'espère vraiment que on va pouvoir continuer de travailler très longtemps avec BMR. Turning to you, Mona, from simulators to ventilators, totally different business, totally different products. You started from scratch, you told us. Tell us a little bit the story. How did the team react to that? You know, how did you guys step up to the challenge? I guess there were some different reactions and, you know, disbelief or rather people just jumped to it. And tell us how it was perceived internally and how you guys managed to do that in such a very short time frame. Sure, absolutely. Actually, the ventilator, I'll start by telling you the name of it is the CAE Air 1. And actually, we were able to create and manufacture that within just a few months. So for anyone that knows the medical device industry, it typically takes about 2 years to reach that point. So we called that our wartime effort. And we're really proud, of course, of that. It's a good question. How did we do it and how did we shift? Well, I guess I can start by saying that the capabilities in-house are really outstanding and unique. And this project, as you mentioned, it's really proof of that. So our employees are super passionate about what they do, and they wanted to rise to this challenge to help save lives in Canada. So they also wanted to be part of this, helping Canada be more self-sufficient in the medical field. And given that we're a powerhouse blessed with the best in engineering and IP and supply chain manufacturing, and over the 70 years of innovation, the team is agile and they are used to working in this type of a manner. They just rose up to the challenge so quickly. We started with a small group. I mean, I think we started with about 12, which grew to 20, then 150, and then eventually we were engaging over about 500 employees on this project from 45 different departments across CAE. That's what we call one CAE. It's our value. We're proud of that. The team was amazing, very flexible, working lots of hours, just really trying to make an impact and save lives. So what we started with was how we actually called in some subject matter experts in the field.
And then this multidisciplinary team researched and studied ventilators and device safety standards. Then they applied, of course, what they know about advanced system engineering and design control to make this product the most safe and effective as it needed to be approved by the Canadian government for use on a human. So, of course, there were thousands of tests run on the product related to safety, functionality, performance, biocompatibility, transport testing, durability testing, reliability testing. And of course, to obtain that approval under the interim order with the Canadian regulatory authorities, with Health Canada, we had to demonstrate that compliance to several different standards related to those essential and basic performances. As well, electrical safety, extensive risk analysis, usability, cybersecurity testing. The team actually is aware of certain standards for civil aviation and defense. But of course, these were all new standards, medical standards. So the team had to ramp up pretty quickly. They did a lot of research and reading on their own. I mean, it was really moving to see the passion and the motivation that they had. That's just knowing that they were saving lives was really all that they needed to get going. And so that was not the challenging part. That's interesting. So basically you take a bunch of talented people, you give them a big, hairy goal, a very short time frame to do it, and then magic happens, right? That's basically what you're saying. Yeah. Is that Absolutely. Another question to you, dovetailing on this, do you think this mode of operation is sustainable? Do you think you guys could shift to that full-time, doing that kind of innovation, pivoting and what have you, on an ongoing basis? Or is it, we had this opportunity, we had to do it, now it's done? What's your reaction to this? Yeah, so for sure the team needed a bit of a break after. But to say the least, I mean, CAE is used to pivoting and innovation. So we're always trying to find new ways to innovate and to contribute, of course, to the self-sufficiency of Canada. So I think that the team absolutely is capable to pivot again if required, or if that becomes the strategy. Honestly, I've never worked or ran a project with so many good personalities, people engaged, no conflicts. I mean, it was just incredible. So I put my full confidence in the ability of the employees to pivot and shift again as required, as needed. Henri, pensez-vous que pouvez-vous nous parler de l'impact que peut avoir l'intelligence d'affaires dans ces situations? Quel avantage, quel avantage concurrentiel donc peut procurer l'intelligence d'affaires dans le marché des logiciels dans le contexte de la pandémie? Ouais. J'ai eu 2 appels au mois de mars. Hyper important, parmi des centaines. Mais j'ai eu deux appels qui sont très symptomatiques, je pense, de ce qui s'est passé. Le premier, ça a été un client qui nous a dit, après quelques semaines, qu'il s'est rendu compte grâce à la donnée qu'on pouvait lui fournir, qu'il avait une idée exacte où était son inventaire, particulièrement les inventaires de protection personnelle, tous les équipements de protection personnelle dans les hôpitaux, puisqu'on parle d'un client qui est un système de santé, et qui voulait juste aller plus loin avec ça, et qui nous demandait de l'aide rapide, mais qui savait déjà qu'il avait cette bouffée d'oxygène. Le deuxième appel qu'on a eu, c'était le contraire. Le deuxième appel qu'on a eu, c'était un client qui cherchait de façon très rapide à pouvoir implanter notre système et à avoir une assurance que s'il était capable d'implanter ce système très rapidement, d'avoir ensuite l'intelligence d'affaires, la donnée derrière, pour pouvoir avoir cette visibilité en tout temps. Chose qu'on a fait en un temps record, puisqu'on a réussi à l'implanter en 9 semaines, qui a été l'implantation la plus rapide qu'on a jamais faite, mais qui s'est avéré un succès. Donc, et pour pouvoir faire ça. Donc, ce que montrent ces 2 exemples, la COVID a été un peu un accélérateur ou un catalyseur, ouais, très bon mot, un catalyseur du besoin en intelligence d'affaires. Intelligence d'affaires compris comme besoin de visibilité sur qu'est-ce qui est en train de se passer,
besoin d'exploration de mes données pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois, est-ce que je suis dans la bonne track, parce qu'on était dans une période de gestion un petit peu réactive. Donc, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer parce qu'on en parle beaucoup du data, on en parle beaucoup de l'intelligence d'affaires et ce depuis des années. Je n'irais même pas dire qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Mais ce qui s'est vraiment passé dans les derniers mois et je trouve finalement depuis la pandémie a été ce catalyseur, c'est est-ce qu'on peut au moins avoir de la donnée fiable qui me donne une visibilité sur qu'est-ce qui se passe dans mon business et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est en train de parler d'intelligence artificielle ici? Pas forcément. Les clients avec qui on travaille, que ce soit dans le commerce de détail ou que ce soit dans le domaine de la santé, pas oublier que quasiment la moitié de nos clients sont des systèmes de santé canadiens et américains. Aujourd'hui, c'est ça leur focus. Leur focus, c'est donnez-nous de la visibilité, donnez-nous du data qui est clean, qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé. Et l'investissement est important. Il est important de leur côté, il est important de notre côté, bien sûr. C'est pour ça que l'équipe Techsys s'investit et s'agrandit pour pouvoir fournir de plus en plus de produits et de services pour aider nos clients dans cette transition vers plus d'intelligence d'affaires. Mais il est important pour eux puisque ça peut paraître paradoxal, mais beaucoup de ces clients-là n'ont pas forcément la compétence ou les connaissances internes pour pouvoir aller faire de l'intelligence d'affaires. Très bien connaître son métier, très bien connaître sa chaîne d'approvisionnement, chacun de ses produits ou même ses clients ne donne pas forcément la compétence technique et fonctionnelle de comment je fais un bon rapport pour garder le chose assez simple. Donc, il est là le focus. Et lorsque, dans un autre appel, on peut parler, dire est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin? Je parle plus dans le domaine de la santé ici. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin? Est-ce que vous voulez qu'on vous essaye de développer des modèles de prédiction? Donc, on essaie de rentrer plus dans de l'analytics avancée. La réponse est, on n'est pas forcément prêt. Aujourd'hui, il faut qu'on soit réaliste. On a la donnée qu'on a nous permet plus ou moins de savoir ce qui se passe et de prendre des bonnes décisions. Soyons des stars là-dedans pour après partir sur le reste. Je pense que c'est vraiment ça qui pour nous est un catalyseur. Le monde du retail, du commerce de détail est un peu plus avancé, donc je ne veux pas en dégrader l'un par rapport à l'autre. C'est sûr qu'on travaille avec ces deux industries, donc on voit les deux versants. Le monde du retail, naturellement, du commerce de détail a toujours été plus exposé à la donnée. La vente, naturellement, a toujours été le premier endroit où l'intelligence d'affaires a eu lieu, enfin le deuxième, après peut-être la finance. Donc, ils ont une avancée. Mais en fait, c'est la partie plus avancée de l'analytique, de l'analyse de données avec ces clients-là. Même la transformation du processus est déjà tellement importante. Pour prendre l'exemple de BMR, mais on peut prendre l'exemple de plein d'autres commerces de détail avec qui on est. C'est déjà tellement un challenge d'aller ajouter 1, 2, 3 canaux supplémentaires dans leur chaîne d'approvisionnement que si en plus ils se rajoutent le challenge de compétences d'aller faire de l'analyse de données avancée, à travers de l'intelligence artificielle, du machine learning, etc., ça fait trop. Donc, le focus est très sur l'intelligence d'affaires et c'est vraiment, cette crise, en tout cas cette période, a été un catalyseur pour nous et pour nos clients pour se rendre compte de l'importance de leurs données. Pascal, on se projette un peu dans le futur, s'il vous plaît. On sort de la pandémie, mais en fait, comme beaucoup d'organisations, on commence à penser à une sortie de crise. Le plus tôt sera le mieux, mais ça va arriver quand ça va arriver. Il y a une tendance maintenant vers le télétravail qui va probablement ou peut-être rester. Donc, le monde du travail va changer, va évoluer. Comment l'équipe de Happening peut contribuer à repenser le monde du travail? Ben oui, on a bien hâte de revoir nos gens en personne. C'est vrai. Fait que je dirais que c'est à deux niveaux. Ben, au niveau de l'environnement, autant les environnements de travail comme les bureaux et tout ça, que pour les événements éventuellement. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une réflexion au niveau de l'aménagement de tout ça. Comme je disais un peu, quand les gens vont se déplacer en bureau, il ne faudra pas que ça soit pour faire la même chose qu'ils auraient pu faire en télétravail. Fait qu'il va falloir qu'il y ait une justification.
On pense que ça va passer beaucoup par, justement, des meetings de groupe, des rencontres, donc de créer vraiment des environnements favorables à ça. Il va y avoir, à notre avis, un changement à ce niveau-là. Donc, on est prêt à réimaginer un peu ces milieux de travail-là. Évidemment, il va rester des bulles, puis on va continuer à pouvoir travailler dans notre cocon aussi, dans des lieux publics, là, mais au niveau de l'environnement d'événements aussi, je pense qu'il va y avoir, surtout au début, l'année prochaine, dès que possible, là, on espère, réalistement parlant, probablement au cours de l'été, là, quand il va y avoir des rassemblements, je pense qu'il va y avoir certaines craintes. Donc, vraiment l'aménagement pour que les gens puissent être à l'aise, puis retrouver l'envie d'être en groupe, puis de cohabiter avec d'autres gens qui semblent si lointains. Donc, ça va être vraiment quelque chose qu'on va travailler là-dessus. Évidemment, tout le volet virtuel aussi, toutes les rencontres d'affaires, comme je disais, il y a un shift nécessaire à ce niveau-là. Donc, les gens n'en verront plus autant de délégués. Donc, l'espèce de cohabitation entre l'événement virtuel puis l'événement présentiel. Donc, nous, à ce niveau-là, on a vraiment l'intention d'être un beau pont puis d'être aussi fort en personne qu'en virtuel. On développe en ce moment toutes sortes de concepts puis d'éléments parce que, tout le monde passe tellement de temps devant son écran à des conférences et tout ça que si on veut passer vraiment des messages percutants puis qui se démarquent, on doit arriver avec une réflexion en arrière. Donc, on travaille beaucoup là, sur les stratégies pour avoir du punch là, sur des concepts comme ça. Donc, voilà. Merci. Donc, dernier petit tour de table avant de clore ce panel. Starting with you, Mona, are there any inspiring projects currently in CAE's pipeline that you can tell us about? Well, we're always searching for, so we're always continuing to find innovation and ways to contribute to the self-sufficiency of Canada. The incredible agility of this project was really truly a testament to the innovation and the engineering strength and manufacturing capabilities of CAE. So as one of Canada's top high-tech leaders, I guess I can say that you can always count on us to rise to any challenge and to help to strengthen the Canada's self-sufficiency with new technologies, solutions, and a variety of industries and sectors. Thank you, Mona. Henri, des projets d'innovation chez vous? Oui, on a beaucoup et on dit beaucoup chez Texis en ce moment. Là, il y a 3 mots qui ressortent énormément. C'est leaner, greener and keener. Ouais, pour dire qu'on doit être plus efficace. Plus efficace, pourquoi? Parce que Texis est en pleine croissance. Ça fait 7 trimestres d'affilée qu'on a une croissance de plus de 2 chiffres. Donc, la compagnie doit être de plus en plus efficace. Donc, c'est sûr qu'il y a un gros travail. Greener, on doit être plus vert. Et je pense que ça, c'est un élément, on en a peu parlé aujourd'hui, mais la supply chain doit faire un effort à être plus verte et donc mieux organisée par rapport à ça. Et nous, en tant qu'entreprise, on n'est pas forcément obligé de voyager tout le temps. Donc, il y a un travail on veut continuer à faire là-dessus et profiter une nouvelle fois de cette poussée dans le dos du Covid pour aller vers ça. Keener, on doit être excité. On doit avoir un niveau d'énergie extrêmement important. Nos clients ont besoin de nous. On les aide tous les jours, autant qu'on peut. On recrute énormément pour pouvoir les aider encore plus, pour pouvoir développer de nouvelles solutions, pour pouvoir les aider encore plus. Donc ça, c'est vraiment nos trois momentum du moment et qui, je pense, vont nous porter là encore pendant pas mal de temps, puisque il y a encore beaucoup de travail devant nous. Pascal, le mot de la fin, les projets d'innovation chez Happening? Bien, ça passe, comme je disais, vraiment par l'hybridation. Là, on a vraiment hâte que le pourcentage en personne augmente puis que le virtuel diminue ou reste le même, mais qu'en tout cas, en personne augmente certainement. Donc, vraiment l'hybridation des rencontres. Puis en parallèle aussi, au niveau du développement durable,
vraiment arriver avec des nouveaux produits qui ont cette essence-là là, en arrière-pensée. On travaille fort là-dessus aussi. Donc, des beaux produits qui s'en viennent au début de l'année. Intéressant de voir que les entreprises ont encore cette volonté ou cette préoccupation environnementale, parce que sur une base un peu plus personnelle, je me dis avec tous les masques, avec tout le plastique qu'on consomme puis qu'on jette, il va falloir rapidement retomber dans ce modèle-là. Alors, merci. Thank you, Mona. Thank you. Messieurs, merci beaucoup de votre présence, très appréciée. Donc, je crois, Sarah, que on passe aux questions. Merci, Jocelyn. Donc, merci beaucoup à vous trois. Merci pour cette conversation super intéressante. C'est tout le temps que nous avions. Monsieur Massingham, Madame Safadi, Monsieur Trouillard et Monsieur Desharnais, merci beaucoup pour votre présence et votre collaboration. Merci également à nos modérateurs de la journée, Dominique Babin et Jocelyn Auger. C'est ce qui conclut notre forum stratégique sur la relance économique. Vous avez été nombreux à nous écouter et à participer dans les derniers jours. Donc, c'est un grand remerciement qui est dirigé envers vous. Sachez que si vous souhaitez prendre contact avec l'un de nos panélistes ou encore l'un de nos modérateurs, une communication vous sera acheminée au plus tard demain. Donc, merci à tous d'avoir été présents et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.